Donc je donne la parole à Ousmane. Merci Madame la Présidente, professeur Nadine Machikou, merci. C'est un plaisir de me retrouver avec vous pour discuter ce matin et aussi m'enrichir de votre immense bagage intellectuel. Je voudrais m'associer à l'ensemble de ceux qui sont intervenus ce matin pour remercier tous ceux qui ont participé à l'élaboration de cette journée d'études. C'est combien de minutes? Vous avez en principe 20 minutes, je dirais même 15 minutes plus tôt. D'accord, merci beaucoup. Parce Alors, que je crois que la discussion est plus intéressante. d'accord, parfait. D'accord. Euh, mon intervention porte effectivement sur les questions de la capacité ou alors des capacités de la francophonie à porter, à jouer un rôle de médiateur économique entre les francophones d'Asie et les francophones d'Afrique. Alors, je suis parti d'un constat qui a d'ailleurs été rappelé ce matin, le constat selon lequel deux dynamiques se croisent dans la relation entre l'Afrique francophone et l'Asie globalement. Une première dynamique qui est économique et qu'on essaye de mettre ici dans le concept d'émergence et qui varie selon qu'on se retrouve en Asie ou en Afrique. Et la deuxième dynamique est politique. Elle est consécutive notamment aux transformations du monde de l'après-guerre froide et à l'élargissement des partenariats, des relations diplomatiques. On a noté notamment la multiplication des coopérations politiques entre les pays d'Afrique et les pays d'Asie. Alors, au cœur de ces deux dynamiques, deux chemins se retrouvent. Un chemin plutôt qui peut être un chemin bilatéral ou un chemin multilatéral. La francophonie se retrouve donc au croisement de cela et nous impose de questionner sa capacité justement à rapprocher les deux mondes. C'est-à-dire qu'on essaye de partir du monde, de nous défaire de la perspective de l'affichage déclaratoire pour questionner la réalité du pouvoir francophone en matière économique. Est-elle capable, comme elle a réussi sur le plan diplomatique, sur le plan politique, sur le plan culturel, sur le plan de la coopération technique, peut-elle faire autant en matière d'économie? Si oui, sur quoi peut-elle reposer son action? Lorsqu'on a posé cette question, en termes de théorie, on imagine que ça soulève la question du changement dans l'organisation, mais également du changement de l'organisation avec son environnement. La francophonie est-elle capable de changer à l'intérieur pour ajouter à la culture, à la langue, aux éléments politiques, l'économie, pour essayer de séduire davantage et du moins convaincre les Africains francophones et les Asiatiques francophones de se rencontrer, d'intensifier leurs relations. Cette question nous a amené à voir la francophonie non plus comme l'ont pensé Télène, qui ont vu dans les organisations internationales des entités essentiellement stables. Nous avons vu plutôt dans la francophonie une organisation qui s'est transformée. Mais il ne suffit pas de se transformer. À ce niveau, en matière économique, l'économie se vit au réel, dans le quotidien, dans la réalité, dans des investissements. Est-elle pour autant capable également de se transformer en matière économique au-delà des incantations diplomatiques et de la bonne volonté? C'est à cet exercice assez rigoureux que nous nous sommes livrés et on a constaté que rien n'est définitivement décidé. C'est bien possible de se transformer, mais à certaines conditions. Alors, on est parti de quelques éléments pour constater qu'en réalité, la francophonie, je veux dire le volet économique, demeure pour la francophonie un projet. C'est le professeur Jean Tabimanga qui dit clairement l'économie est un projet. Et quand on parle de projet, il faut toujours se mettre dans la perspective de s'adapter aux nouvelles réalités qu'impose la réalisation du projet. Alors moi, j'ai voulu croire que la francophonie peut porter ce projet et donc est disposée à se transformer. Peut-être pas, je n'ai pas inclus effectivement, et ça je vous sais gré, je n'ai pas inclus la dimension infra ou alors du moins non étatique de la chose. Je me suis
limité à la démarche, essentiellement à une assignation étatiste et, disons, territoriale de la réflexion. Je vais enrichir certainement l'analyse beaucoup plus tard avec la perspective que vous développez. Alors, deux éléments pour résumer notre propos. D'abord, les leviers de la francophonie pour pouvoir porter la médiation Afrique-Asie. Ces leviers, les premiers se recrutent plutôt dans la préexistence en francophonie d'un espace politico-culturel transcontinental. Il y a un espace qui existe déjà. À partir de là, la francophonie peut suffisamment, à partir de cet espace, qui, c'est vrai, ne cesse de s'agrandir, définir une logique, une démarche économique qui peut déjà trouver un espace qui existe et puis utiliser les éléments que lui offre déjà cet espace pour structurer une démarche économique. Les éléments de cet espace transcontinental, c'est la culture, mais également c'est la langue. C'est également la pluralité, je veux dire la diversité économique des pays membres de la francophonie qui vont de l'Asie à l'Afrique. Ça veut dire que nous invitons, et d'ailleurs c'est Han qui est là, ma collègue, elle a fait ce travail en disant il faut qu'on ne réduise plus la langue et la culture au seul, je veux dire, à la seule analyse littéraire ou culturelle, mais également de prendre la culture et la langue comme des instruments économiques. Et à partir de l'exemple américain avec l'anglais, on peut croire que c'est bien possible, mais pour cela, il faut des sacrifices. Il faut des sacrifices et on y reviendra. Alors, la culture, la langue peuvent donc être un réservoir d'inspiration pour permettre à la francophonie d'amener ses partenaires d'Afrique et d'Asie à trouver non plus seulement l'humanisme intégral au sens où Senghor le pensait, mais également une source d'inspiration pour penser que oui, à partir de là, nous avons déjà un bel outil qui peut faciliter le dialogue. S'il n'y a déjà pas ce dialogue, je pense que l'économie sera assez difficile. La culture, c'est pareil. Mais également, insistons sur la différence économique. C'est monsieur l'ambassadeur ce matin qui rappelait l'investissement vietnamien. On peut étendre le cas vietnamien, je veux dire, l'analyse à partir du cas vietnamien aux autres États pour constater justement que ces États peuvent utiliser la différence des ressources qu'ils ont pour se compléter de l'Afrique à l'Asie. Mais pour cela, il faut un élément fondamental qui est la volonté politique. Et pour y arriver, il y a quelques contraintes pour la francophonie. De l'intérieur, les premières contraintes. La francophonie a-t-elle déjà suffisamment pris conscience de l'intérêt que représente le volet économique dans le monde d'aujourd'hui? Si elle l'a pris depuis 2014 avec la stratégie, monsieur l'ambassadeur, la stratégie économique, on attend davantage. Il faut un instrument pour permettre de financer le développement, pour permettre d'accompagner les politiques de ces États, les transformations qu'imposent les structures économiques de ces États, elles doivent en faire partie. Le deuxième élément, c'est de demander, c'est la contrainte subjective à ces États. Quand on a du côté de l'Asie, non, commençons par l'Afrique, du côté de l'Afrique, des États qui sont régulièrement déstabilisés. Quand on a des États qui sont encore très bloqués sur le plan de la gouvernance administrative, il y a la corruption et le favoritisme. Quand on a des États dont la fiscalité n'est pas assez attrayante, que peut la francophonie pour suffisamment imprimer un élément, je veux dire une trajectoire économique à ces États? Ça veut dire qu'il faut un réel engagement des autorités nationales de ces pays pour permettre à la francophonie d'accomplir son ambition. Mais également du côté de l'Asie. Est-ce que les Asiatiques de l'Afrique, j'ai entendu parler de la Chine ce matin, mais à ce que je sache, bon, je peux me tromper, la Chine n'est pas encore un membre de la francophonie, peut-être je ne suis pas à jour. Si elle l'est, bon, si elle ne l'est pas, je trouve un tout petit peu, pas tout à fait très correct qu'on mobilise la Chine pour justifier, je veux dire pour soutenir une perspective asiatique en francophonie.
Peut-être elle le fait, elle est francophile, mais la francophonie pourra-t-elle la convaincre davantage alors qu'elle-même ne fait pas encore de la francophonie la priorité de sa politique étrangère, mais simplement un élément parmi tant d'autres de sa politique étrangère. Il faut également regarder cet aspect-là. De l'autre côté, et ça sera le dernier élément, c'est le problème de la confiance. Peut-on réellement mener une politique économique tant qu'il n'y a pas de confiance? On s'est rendu compte que de l'ensemble des États d'Afrique et d'Asie qui sont en francophonie, il n'y a pas suffisamment une communication diplomatique assez suffisante. Très peu de ces pays ont des ambassades ou des consulats dans ces pays. Comment va-t-on engager une dynamique économique tant qu'on n'a même pas encore pris conscience qu'il faut y déployer une stratégie diplomatique qui peut permettre justement de drainer les énergies, puisque l'économie se déroule avec des consulats, l'économie se déroule à partir des contacts diplomatiques. Il faut donc densifier cela. Alors, sincèrement, la conclusion de notre intervention est de se demander, ou alors de dire que la francophonie économique ne peut être que ce que les francophones d'Asie et d'Afrique en voudront. S'ils veulent en faire un élément déterminant, ils se transformeront eux-mêmes d'abord et permettront à la francophonie de se transformer et de les lier. Pour cela, il faut des réformes fortes que la francophonie peut inspirer, mais qui doivent d'abord être acceptées par les États eux-mêmes avant de bénéficier du soutien de la francophonie. Mais également, il faut intensifier, je l'ai dit entre-temps, les rapports diplomatiques et les rapports consulaires. À partir de là, il ne sera plus vain de rêver que la francophonie économique est possible, est un élément déterminant pour conjuguer l'Asie et l'Afrique. Je vous remercie.